notre sujet de curiosité du jour. On va se régaler avec notre prochain invité. Il s'appelle François Thomazeau. Il va nous passionner avec l'histoire de Marseille à travers les siècles. On va prendre la machine à remonter le temps avec lui immédiatement. Merci de nous rejoindre, François Thomazeau, journaliste et écrivain. Vous signez aux éditions Gossen Marseille, quelle histoire. Et ça, c'est génial. Quoi de mieux que faire aimer l'histoire en passant par le petit bout de la lorgnette. Quand je vois la une, c'est ça un petit peu ce que ça m'a inspiré, parce qu'on a plein d'anecdotes, des choses qui vont rester dans les mémoires parce que c'est curieux, parce que c'est insolite. Bienvenue à vous. Ce livre, vous en avez eu l'idée comment? Vous êtes un fan absolu de Marseille depuis des années, vous? Fan, je sais pas, enfin en tout cas c'est ma ville et en tout cas curieux de cette ville, ça c'est certain. Ouais. Et l'idée elle n'est pas de moi, vous voyez, je suis en train de... Non, l'idée elle vient de l'éditeur, David Gossen. J'avais déjà écrit des bouquins sur Marseille, des bouquins d'histoire, puis il y avait des grosses histoires de Marseille assez considérables, des gros pavés. Ouais. Et l'idée toute simple c'était de dire, est-ce qu'on peut arriver à résumer 26 000 ans d'histoire, puisque on dit souvent 2600 ans d'histoire, mais si on remonte à la grotte Cosquer, c'est beaucoup plus ancien, en 192 pages. C'était ça le défi, et donc on a essayé de résumer ces longs siècles en moins de 200 pages. Voilà le défi. Moins 27 000 ans jusqu'à nos jours. Alors on va commencer, nous, d'abord par revenir sur une idée reçue. On parle de la cité phocéenne, on parle beaucoup des Grecs. Vous nous dites, dans ce livre, vous en parlez au tout démarrage, les Grecs, ils n'étaient pas tout seuls. Quand ils sont arrivés, elle était déjà colonisée, cette ville. Bien sûr, enfin colonisée, c'est beaucoup dire, parce que ce n'était pas une ville encore. Mais la région, les collines sur lesquelles elle s'est bâtie, bien évidemment, étaient peuplées. D'ailleurs, c'est toute la légende de la fondation de la ville. Hein. Protis, qui était le phocéen, on va dire le colonisateur ou l'envahisseur du point de vue de ceux qui étaient là, et Gyptis, qui était une Gauloise. Et il y avait sur ce territoire des Gaulois, qu'on appelait les Celto-Ligures, et qui vivaient là depuis pas mal de temps, et qui avaient toute une civilisation qu'on redécouvre de plus en plus. Ces Gaulois étaient loin d'être des sauvages, hein. Ils avaient toute une civilisation, ils vivaient pour certains d'entre eux dans des oppidums, et ceux qui peuvent un jour avoir la chance de monter, on a le plus ancien monument terrestre de Marseille, se trouve à Saint-Marcel, c'est un oppidum gaulois, l'oppidum des Baous de Saint-Marcel, donc c'est sur la route d'Aubagne, et c'est un endroit incroyable. C'est le premier embryon de ville, quoi. Voilà, c'est un petit village fortifié qui était là avant l'arrivée des Grecs. Voilà, donc les Gaulois étaient plus forts que les Grecs. Les Romains sont arrivés sur ces entrefaites, puisque César a assiégé Marseille. On est en quelle année, là ? Oh bon, on est au tout début, on est toute la fin. César, ses conquêtes, la guerre des Gaules, c'est donc toute la fin du IIe siècle, hein, dans ces eaux-là. Et César, donc, il avait beaucoup d'ennemis. Hein. Il y a la guerre entre les consuls, avant qu'il soit empereur, entre les consuls romains était assez âpre. Et son principal rival était Pompée. Et on a demandé à Marseille. Marseille était à l'époque la deuxième ville du monde connu, hein, puisque c'est aussi le plus grand port de cette époque. Donc la place de Marseille dans cette lutte était importante. Marseille n'a pas voulu trop choisir, hein, elle avait voulu rester en dehors de tout ça, mais finalement, bon gré mal gré, a choisi Pompée. Bon, c'était le mauvais choix. César était plus puissant, il a assiégé et fait assiéger la ville, il a construit une flotte, il a donc instauré ce qu'on appelle aujourd'hui un blocus, et la ville a été bloquée comme ça pendant 3 mois, à essayer d'envoyer des tas de projectiles sur les Romains, mais eux avaient le temps, ils avaient la machinerie, ils ont pratiquement rasé tous les bois alentours pour construire des machines de guerre, et Marseille a fini par être ravagé et finalement voilà, et c'est à partir de là que la domination romaine a entraîné la création d'Aix, par exemple. Aix-en-Provence a été créée par les Romains. Je profite de l'image qui est ici, on voit des fortifications, on va passer très rapidement à Louis XVI qui vient ici et qui bizarrement fait un truc pas très catholique. Vous me dites que quand il installe les forts, les canons ne sont pas forcément tournés du bon sens. C'est Louis XIV, oui. Alors Louis XIV, en effet, on a eu plusieurs... les rois sont venus à Marseille assez souvent, et la chose qu'ils ont laissée à chaque fois, c'est un fort. François Ier est venu, il a créé un château, le château d'If, hein, parce qu'il est allé sur cette île, l'île d'If, je vais essayer d'être très rapide pour l'expliquer, il est allé sur cette île parce qu'il y avait un rhinocéros, figurez-vous, ça fait galéjade marseillaise, mais quand François Ier arrive à Marseille de retour de la bataille de Marignan, on lui dit, sire, il faut absolument
absolument que vous alliez sur l'île qui est au large de Marseille, l'île d'If, parce qu'il y a un animal absolument incroyable qui se trouve sur cette île, et c'est un rhinocéros. Alors le voilà parti en bateau là-dessus, et il voit en effet ce rhinocéros. Que faisait le rhinocéros là? Eh ben, c'est le roi du Portugal qui en faisait cadeau au pape. Et il fallait, donc il est parti en bateau, il a fait le transporter, et ce pauvre rhinocéros, il fallait de temps en temps qu'il s'ébatte, et donc on l'avait débarqué sur l'île d'If, et donc il est allé là, il a un peu, à l'époque l'île d'If, il y avait un peu de végétation, donc il a un peu mangé, et puis finalement, pour la petite histoire, il n'est jamais arrivé vivant d'ailleurs à Rome, ce pauvre rhinocéros, mais François Ier, quand il est arrivé sur l'île d'If, le rhinocéros, ça l'a amusé 5 minutes, et puis il s'est dit, en fait, ce qui est terrible, c'est que cette ville est très mal protégée. Il a donc fait construire un fort. Il a fait aussi construire un fort là où se trouve aujourd'hui Notre-Dame de la Garde. Louis XIV, lui, aimait beaucoup moins Marseille. Il y avait des petites querelles. Moi, je m'arrête là parce que sinon, ça va durer très longtemps. Mais on va retenir une chose, c'est que le château d'If a été construit grâce à un rhinocéros. Tout à fait. C'est ce qu'on va lire dans votre bouquin. Et puis qu'effectivement, quelques siècles plus tard, on a un Louis XVI qui va utiliser les fortifications mises en place déjà dans un premier temps par François Ier pour faire quelque chose, je le disais, d'assez particulier. C'est ça. Donc Louis XIV fait reconstruire des forts, qui sont le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, que les Marseillais connaissent bien. Et la chose assez extraordinaire, c'est qu'au lieu que les canons de ces forts soient tournés vers la mer, pour donc protéger la ville, ils sont tournés vers la ville, parce que les Marseillais sont rebelles à l'autorité de Paris, enfin en l'occurrence de Versailles, et donc Louis XIV fait tourner les canons vers nous, vers les Marseillais. Et il reste encore quelques canons tournés vers la ville aujourd'hui ? Je pense que pour le folklore, il y en a peut-être un ou deux. Il faudrait monter au Fort Saint-Jean pour voir. Mais la vérité qui est assez marrante, et ça prouve aussi le côté pacifique de cette ville, aucun coup de feu n'a jamais été tiré d'aucun de ces deux forts. Voilà, on aurait pu aussi parler de cette anecdote qui date là aussi du XVe siècle. On retrouve encore aujourd'hui à Valence en Espagne, dans le port espagnol, la chaîne qui fermait au XVe siècle le port de Marseille. Vous pouvez en 10 secondes nous dire pourquoi ? Parce que les Valenciens, à l'époque, les Aragonais, sont venus à Marseille, ils ont mis la ville à sac, et il y avait une chaîne qui fermait le port pour empêcher d'y rentrer. Ils ont tout raflé, et surtout la chaîne du port de Marseille, qui se trouve dans la cathédrale de Valence, et qu'on réclame très régulièrement. Ils refusent de nous la rendre. Allez, on se projette dans le 19e, 20e siècle très très vite pour parler de cette mauvaise réputation que se traîne Marseille. Vous me dites, c'est pas forcément usurpé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette ville a une mauvaise réputation, qu'elle se traîne depuis des siècles maintenant, au moins 2 siècles ? Bon, parce qu'elle a ce côté rebelle, et puis qu'elle a ce côté un peu en marge de la France. Elle lui a assez longtemps tourné le dos, donc elle est un peu... vous voyez, déjà Louis XIV ne l'aimait pas puisqu'il tournait ses canons contre elle. Pendant la Révolution, on l'a débaptisée, on l'appelait la ville sans nom. Et puis c'est vrai que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est un grand port. Il y a eu, et encore, il y a encore aujourd'hui à Marseille des voyous. On leur a donné des noms à travers les siècles, les nervis, les quèques, les mafres. Et ils existent vraiment, Carbone Espirito, les Guérini. Enfin, il y a eu tous ces voyous qui ont participé de la légende et des clichés de Marseille, et en même temps de sa mauvaise réputation. Voilà, puis il y a eu des clichés aussi cinématographiques, etc., avec le Marseillais qui prend son pastis et qui joue au boule. Mais c'était que ça, on boit le pastis ici, c'est ça qui est marrant. On joue au boule, on boit le pastis, et voilà, c'est à la fois vrai et faux. Marseille, quelle histoire! Il y en a des tonnes encore à vous raconter, elles sont toutes plus passionnantes les unes que les autres, et surtout insolites, et c'est par l'insolite qu'on va retenir un maximum d'histoires aux éditions Gossen, et c'est signé François Thomazeau avec des illustrations de Caroline Sury. Merci beaucoup à vous, François Thomazeau. Vous reviendrez très prochainement puisqu'il a signé des livres qui viennent de sortir, Marseille Quiz, Marseille Confidentiel. On aura l'occasion sans doute de reparler ensemble prochainement.